présents. Bienvenue sur notre colloque, le colloque qui a été initié par le comité de préparation à la journée du professeur de français en Israël, avec la collaboration de l'Association des professeurs de français, de l'Institut français de Tel Aviv, de l'Inspection générale de français au ministère israélien de l'Éducation. C'est vraiment une grande émotion pour nous de vous accueillir, d'accueillir les intervenants, d'accueillir les participants, et c'est vraiment très émouvant. Monsieur Christian Pellissereau, je pense que c'est comme ça qu'on prononce votre nom, est à Tokyo depuis 25 ans. Il est enseignant, il est coordinateur et formateur à l'Institut français du Japon, et il est aussi collaborateur scientifique au Centre de recherche en éducation de Nantes. Et il est formateur à TV5, que nous tous, en tant qu'enseignants, utilisons de manière intensive en général. Et merci beaucoup de votre investissement là-dessus. Il nous propose aujourd'hui une intervention dont le titre est « Intégrer la notion d'émergence dans une pédagogie inactive en français langue étrangère ». C'est une expérience à la fois, je pense, théorique et pratique qu'il va nous proposer. Et nous sommes tout oui. Christian, la parole est à vous. Je vais vous mettre en… voilà, je pense que c'est là, n'est-ce pas ? À participer. Vas-y. Oui, ici. Ah, d'accord. Alors voilà, moi, ok, et voilà. Je pense que vous êtes en avant. Allez-y. C'est ça. Bien, bonjour et bonsoir aussi, parce que je vois qu'il y a deux collègues du Japon ici. Merci beaucoup. Donc, je vais d'abord vous parler un petit peu de la notion d'inaction et voir un petit peu à quoi elle est liée. Alors, je ne sais pas si c'est un concept qui est familier pour tous, mais je vais faire comme si ce n'était pas le cas, et donc peut-être reprendre les choses à la base. Alors, j'ai prévu, enfin, en revoyant mes notes là, une intervention peut-être un peu dense, donc je vous donnerai aussi des documents par l'intermédiaire de la fonction converser, chat, des documents à lire et peut-être à consulter. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, je vais commencer par partager mon écran et aussi. Donc, voilà, je crois que tout le monde voit l'écran, ça va? Voilà, c'est bon? Alors, donc, le titre de mon intervention, et puis aussi une sorte d'introduction que j'ai prise à Edgar Morin, qui précise que la pathologie moderne de l'esprit est dans l'hypersimplification qui rend aveugle à la complexité du réel. Donc, l'inaction nous invite justement à prendre en compte cette complexité et voir et comprendre en tout cas que nous sommes tous en relation. Le deuxième écran que je vais faire, voilà. Donc, qu'est-ce que l'inaction? Son origine, c'est donc le phénomène d'autopoïèse. Et donc, je vous laisse peut-être en même temps lire, mais c'est un phénomène biologique cellulaire. C'est le phénomène de l'adaptation, accommodation réciproque d'une cellule et d'un milieu produisant une réorganisation réciproque. C'est-à-dire que dans un milieu, une cellule va réagir à des perturbations et parce que il faut qu'elle s'adapte, eh bien, elle va donc un petit peu modifier son organisation et à la fois s'insérer dans le milieu qui va donc lui être aussi modifié par sa présence. Donc l'exemple malheureusement d'actualité, donc notre corps est organisant son système immunitaire pour s'accommoder d'un microbe et un microbe qui réorganise sa structure afin de perdurer dans notre corps. C'est un petit peu ce phénomène-là d'autopoïèse. Alors, il faut quand même préciser que le processus d'autopoïèse ne désigne pas de simples échanges ni de simples réactions à des stimuli. Ce n'est pas comme, j'allais dire, dans le système de la cognition, comme le behaviorisme,
des stimuli et des réponses, il décrit un mécanisme donc, par lequel l'organisme et le milieu se déterminent, se produisent l'un l'autre. Et ce mécanisme opère ce qu'on appelle une boucle sensorimotrice qui est la marque du vivant. Alors la boucle sensorimotrice, c'est exactement cette capacité à s'adapter en réorganisant pour perdurer, puisque j'allais dire, le but de la vie, c'est évidemment de ne pas mourir. Dans l'interview que fait Troc-Mefab, vous pouvez trouver cette interview sur Internet, de Francisco Varela en 1994 dans le documentaire Né pour organiser. Donc Francisco Varela précise que la complexité du monde n'est pas une donnée préexistante, mais plutôt dépendante de la structuration biologique de l'individu. C'est-à-dire que c'est l'individu, par sa structuration biologique, qui est capable de faire émerger cette complexité. Et donc, j'allais dire, des organismes peuvent passer tout à fait à côté de cette complexité s'ils n'ont pas, j'allais dire, les outils physiologiques pour se représenter cette complexité. Et donc, cette même structuration qui rend possible ou pas la complexité du monde. Ensuite, pour lui, cette dernière émerge par la boucle couplage sensorimoteur, et tous les animaux, y compris l'homme, sont organisés dans une boucle de couplage sensorimoteur, c'est-à-dire que toute action est le résultat d'un cycle perception-action. Donc, j'ai la perception d'une perturbation et je réagis. Et en réagissant, eh bien, je me modifie et je modifie aussi le milieu. Donc, et ce cycle de perception et d'action permet le couplage avec l'environnement. Et au final, rend possible la complexité du monde. Donc, c'est l'individu et ses capacités biologiques qui rendent possible la complexité du monde. Il y a un exemple aussi intéressant dans l'autopoèse, c'est-à-dire que, imaginez un forgeron qui est en train de façonner un morceau de métal, et donc il ajuste ses coups selon la forme qu'il veut donner, le métal réagit, etc. etc. Il y a une sorte d'interaction qui guide à la fois les actions du forgeron et qui façonne aussi la pièce. Alors, qu'est-ce que les actions? Dernière partie, donc il existe des similitudes entre les processus de vie et les processus d'apprentissage. Et donc, certains biologistes, dont Varela, et plus près de nous, François Tadei, je ne sais pas si vous connaissez, sont passés de l'étude du vivant à l'étude des processus d'apprentissage. Et alors, il y a deux concepts intéressants. Le premier, c'est la neurophénoménologie, c'est-à-dire au retour aux racines biologiques de la connaissance. Je vais en parler avec certaines pratiques que j'ai développées via la méthode Montessori en fin de présentation. Et bien sûr, l'autopoèse, qui est un processus du vivant. Et l'autopoèse adaptée à la cognition, ça donne donc ce qu'on appelle l'inaction, qui est un processus d'apprentissage biologiquement acceptable et en tout cas naturel. Voilà. Alors, quelques principes de l'inaction, c'est que le cerveau n'est pas une machine déductive. Il y a la contingence et l'improvisation et la flexibilité. Donc, dans mon intitulé, je disais que c'est une troisième voie entre le constructivisme et le socio-constructivisme, c'est-à-dire que pour l'inaction, la connaissance n'est pas quelque chose qui préexiste, qui existe dans le milieu, comme ceci, que je dois acquérir. C'est-à-dire, c'est la démarche intellectuelle que je fais dans son acquisition qui la rend possible. Donc, la connaissance n'est pas un objet préexistant à comprendre par l'interprétation. Il y a aussi, donc, je vous en parlais tout à l'heure, le phénomène de codétermination, c'est-à-dire que, eh bien, pour prendre un exemple peut-être plus en phase avec nos pratiques, je pense que dans un manuel, par exemple, un encart sur le passé composé, ce n'est pas parce que l'élève va lire ces explications sur le passé composé qu'il va les comprendre. Il faut une autre démarche. Ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance passé composé n'existe pas. Il faut que ce soit la démarche, c'est la démarche de l'apprenant qui rend possible cette existence du passé composé et de ses nuances. Et donc la connaissance émerge des interactions. Et ce qu'il y a, c'est que l'inaction n'est pas du socio-constructivisme, parce que ce qui manque comme nuance dans le socio-constructivisme, c'est que il y a une sorte de, comment dirais-je,
ce sont des échanges, des transmissions. Tandis que dans l'inaction, eh bien, c'est à la fois les deux sujets qui interagissent, mais qui aussi évoluent. Un petit peu comme dans une conversation, en fait. Alors, comment favoriser l'apprentissage inactif? Donc, par une acquisition active et autonome des connaissances, et par la possibilité de créer des champs d'action dans lesquels je peux projeter la planification de mes actions. C'est ce qu'on appelle les spielraums, c'est-à-dire c'est le cas où le professeur va créer des espaces d'apprentissage. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des séances Montessori, mais les professeurs organisent des espaces de travail et dans ces espaces-là, les enfants font des expériences. Et donc, ce spielraum, c'est-à-dire répond à la question qu'est-ce que je peux donc sais faire dans cette situation. Donc, un enfant va manier des objets, un adulte va peut-être utiliser des livres, des ressources, etc. Et il y a enfin donc des approches non conventionnelles. Alors, les principes et moyens pour l'autonomie, je vais peut-être là, j'aimerais vous passer un document dans le chat ici. Alors, c'est un document qui vous décrit un petit peu ce qu'on peut comprendre dans la notion d'autonomie. Alors, je me suis permis de vous passer quelques pages de la première thèse que j'ai composée. Voici dans le chat. Ça s'appelle Autonomie. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le... Ça va? Non? Il n'y a rien qui est passé? J'essaye encore une fois. J'essaye encore une fois. Je crois que ça va pas. J'espère que ça va marcher. On peut pas. Ah, c'est bête ça, tiens. Ok, on va voir. Non, ça marche pas. Est-ce que je peux. Je ne sais pas si je peux passer des documents, peut-être pas, non? Je ne sais pas si... Non, en principe, j'ai l'impression que non. Vous pouvez partager tout en principe. Mais je voulais transmettre des documents par le chat. Je vais Florine, Christian... C'est pas possible, je crois pas. Dans son chat, un document. Oui, c'est pour tout le monde. Ouais, il faut qu'il clique sur... Ah, vous devez cliquer All Panelist en bas. Vous devez cliquer... Ah, attendez, vous m'entendez? Oui. Vous devez cliquer to All Panelists. And attendees. Ah, attendez. And attendees. Je n'ai que... alors, attendez. All Panelists. Envoyé à tout le monde, oui, à tous les conférenciers, d'accord. Et, ok. Là, malheureusement... j'ai encore essayé. Là, je peux mettre des messages, oui, ça c'est bon, voilà. Mais malheureusement, je ne peux pas mettre de documents. Je ne sais pas pourquoi. Non, attendez, parce que est-ce que vous avez bien cliqué All Attendees? Oui, tous les conférenciers, ouais. Oui. Voilà. Peut-être essayer encore une fois, mais... Vous voulez les envoyer par mail sur... Peut-être, hein, ouais, je vais faire ça. Alors, dans le document qui s'intitule Autonomie, donc je cite quelques pages de ma thèse, enfin c'est un tableau en fait, je vais peut-être vous le montrer directement, vous allez voir. Et donc dans ce tableau, je parle un petit peu de toutes les comment dirais-je, de toutes les notions qu'on peut relié à l'autonomie. D'accord. Voilà, il est là. C'est un tableau, je vais peut-être l'augmenter, voilà, comme ça. Donc, c'est intéressant je crois, c'est intéressant pour se rendre compte que la notion d'autonomie a plusieurs entrées philosophiques, sociologiques, didactiques, etc. Et qu'il faut favoriser, j'allais dire, un peu tous ces aspects de l'autonomie. Et par exemple,
grand service que ce tableau peut-être peut rendre, c'est arrêter d'imaginer que l'autonomie est quelque chose qui comment dirais-je, plonge l'apprenant dans la solitude, dans l'indépendance, puisqu'il n'y a pas plus dépendant que quelqu'un d'autonome. Donc, je pourrais vous passer par mail ce document. Je vais revenir à mon... Avec plaisir, vous pouvez éventuellement l'envoyer sur le mail du site de l'événement et nous pourrons le diffuser. D'accord, c'est ce que je vais faire. Alors, je reviens à ma présentation je reviens tout de suite, quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Peut-être. Non, ça va? Les participants peuvent poser leurs questions dans le chat, bien entendu, comme d'habitude. Ouais, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que tout le monde a déjà la pratique. Alors, je vais en venir à des choses justement beaucoup plus pratiques. Alors, donc, comment favoriser, c'est la question que je me suis posée, donc comment favoriser l'inaction et donc favoriser l'inaction, c'est-à-dire favoriser l'autonomie en fait pour moi. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma première thèse. Et donc, j'en suis arrivé à des constats que je vous demanderai de critiquer et puis de remettre en cause, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avancer. Donc, je crois que d'abord, ce que j'essaie de faire, c'est d'intégrer la grammaire inductive dans mes classes. Donc, rapidement, il y a deux types de grammaire inductive, donc l'approche par dévoilement et par découverte. Les phases de travail, c'est donc l'observation d'un corpus qui peut être guidé par l'enseignant. On parle d'approche donc par dévoilement et a pour fonction de limiter la phase de tâtonnement. Et sans guidage, on parle d'approche par découverte. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'émission d'hypothèses, la validation des hypothèses par l'enseignant ou par le groupe, et puis ensuite la pratique dans divers contextes. Donc, j'essaie de mettre... Voilà, voici par exemple, donc, je pense que vous aussi, vous avez arrêté d'enseigner le « ce » démonstratif en disant que ce, c'est pour le masculin, etc. Et vous voulez laisser les gens réfléchir, parce que donc, encore une fois, c'est ce principe d'inaction, c'est-à-dire d'interaction. Tout seul, l'apprenant va construire sa connaissance. Et puis, pour moi, peu importe savoir s'il connaît les termes j'allais dire, de métalangage, c'est-à-dire le masculin, le féminin, etc. Mais moi, ce qui m'importe au départ, c'est est-ce qu'il peut correctement utiliser ce, cette, etc. Et je crois qu'avec des couleurs, etc., eh bien, il peut facilement se rendre compte que s'il y a un ce ici, pourquoi? Parce que sans doute que ça, c'est masculin, cette, telle fleur, etc., etc. Donc, j'explique très peu de grammaire lorsque j'en ai l'occasion, mais évidemment, dans les manuels que j'utilise, il y a toujours ces explications de grammaire qui annulent un petit peu tout ça. Voici, ça c'est sur les démonstratifs. Voici aussi donc la grammaire inductive, donc pour les nuances de l'impératif, où là les élèves essayent d'associer des nuances à droite avec des phrases à gauche. Et puis, voici donc les accords complexes, dont je n'explique plus jamais, j'explique rarement les accords complexes, simplement à ce qui est à droite ou à gauche. Donc, je leur dis que quand l'objet est à droite, on n'accorde pas, et quand il est à gauche, on accorde. Et donc, mais ça, cette règle-là, elle est d'abord proposée par eux, et puis elle est validée par moi. Donc là aussi, c'est toute une réflexion qui se fait par les apprenants. Voilà. Alors, j'utilise souvent, dans les pratiques que je vous ai montrées, j'utilise la classe inversée, c'est-à-dire que tout ce travail de réflexion est fait à la maison. Et quand les élèves arrivent en classe, eh bien, ils arrivent avec des hypothèses, des idées, puis on émet les hypothèses et on les valide, etc. Et puis après, on pratique. Quelques explications historiques que vous pouvez trouver sur la classe inversée, dont je suis simplement un utilisateur. Voilà. Voilà. Je vous laisse découvrir ça. Je pourrais vous passer mon présentation aussi. Donc la classe inversée, il y a trois
3 phases dans son organisation. C'est l'acquisition d'informations et aux connaissances avant la classe pour une pratique en classe. Présentation des informations et ou connaissances par les élèves, création d'activités par les élèves. C'est ce qu'on fait. Voici mon site. Oh, pardon. Voici mon site. Donc là, les élèves viennent retirer leurs documents de la classe. Je vous ai mis l'adresse. Ça s'appelle Pratique de classe. Voilà. J'utilise aussi Learning App. Alors pourquoi Learning App? Parce que d'abord, c'est très facile à utiliser. Et puis en plus, les élèves peuvent eux-mêmes faire des applications à proposer à leurs camarades. Voilà les moyens. Donc là, vous avez beaucoup de possibilités, des QCM, etc. Voilà. Je fais aussi des groupes coopératifs et collaboratifs. Donc, on partage les items sur un document oral écrit, puis mise en commun des réponses. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que de faire travailler toute la classe sur 10 questions, je fais des groupes et je leur dis, voilà, vous vous occupez de la question 1 et 2, vous la question 3, 4, etc. Après, on met tout en commun. La création de questions sur un document oral, ça aussi. La création d'un cours exposé sur un thème donné et l'organisation de la présentation de l'élément du cours par le moyen de la classe inversée. Donc, par exemple, ici, dans cette dernière partie-là, c'est souvent les élèves qui présentent un point de grammaire, par exemple. La tâche coopérative, que vous connaissez aussi, anciennement appelée tâche approche actionnelle. Voilà. C'est ce que je fais souvent. Je vous laisse lire. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle aussi la tâche collaborative. Donc ça, c'est un petit peu différent puisque c'est la même pour tous les participants. Hein. Donc, tout le monde participe à une tâche en même temps, tandis que la tâche coopérative, c'est chacun fait un petit bout de la tâche, on met tout en commun. Ça, c'est sympa aussi à faire. Et puis, alors, c'était l'objet de ma première thèse. Je crois que l'activité évaluative, telle qu'elle est définie par Patrick Chardonnay, est un élément, un grand moteur de l'autonomie, puisque sans évaluation, on ne peut pas évidemment connaître vraiment ses besoins. Et donc, le partage de l'activité évaluative est essentiel, je crois, pour accéder à l'autonomie. Donc, souvent dans la classe, eh bien, les élèves s'auto-évaluent et comment dirais-je aussi, évaluation par les pairs, très important. L'activité évaluative, la montre tourne, c'est une relation de co-construction entre l'acte d'évaluation et l'autonomisation de l'apprentissage. Voilà. Donc, je fais souvent ceci, un partage de l'activité évaluative. Je fais des retours écrits, etc. Il faut évidemment appréhender une évolution du statut de l'erreur. Voilà. Alors, les ateliers de français, j'ai écrit un article dans le Français dans le monde sur les ateliers de français. Ce sont des séances que je fais à l'Institut où ce sont les élèves qui expriment leurs besoins et moi, je crée des pratiques autour de leurs besoins. Donc, pour favoriser l'autonomie. Voilà. La création pour favoriser les champs d'action. Donc, je me sers du jeu, de la pédagogie par situation de problème, de Learning App, des consignes minimalistes, parce que j'essaie de maintenir justement ce sentiment d'improvisation et des supports adaptables. Alors, les supports adaptables, ce sont des supports qui ne sont donc pas adaptés justement et que donc on peut utiliser pour beaucoup de choses. Par exemple, là, cet après-midi, j'ai utilisé la photo d'une maman avec 2 enfants dans les bras et elle est en train de cuisiner. Donc, on peut à certains niveaux, on peut leur dire décrivez ce que vous voyez. On peut aussi travailler les habits. On peut aussi, pourquoi pas, travailler le passé composé, qu'est-ce qu'elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle va faire après, et puis aussi, pourquoi pas, imaginer le reste de la maison, puisqu'elle est dans la cuisine, etc. Donc, on peut faire beaucoup de choses autour de ces documents, de cette photo. Et avec cette photo-là, je peux travailler plusieurs aspects de la langue. Le jeu aussi, qui est très formateur et justement, là aussi, j'ai un collègue à Tokyo qui fait une thèse lui aussi entre jeu et inaction, où justement ça permet
l'imagination, la création, l'improvisation. Voilà. Alors, voici donc venu. Alors là, c'est un moment encore un petit peu technique, pendant 5 minutes, c'est tout. Donc l'idée dans l'inaction et dans la pédagogie Montessori pour enfants et adultes, c'est ces deux choses-là qu'on appelle le concept scientifique et le concept spontané. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre le français, nous avons tous une connaissance spontanée de la langue, par exemple du passé composé, de l'imparfait, et lorsqu'on va à l'école, ces connaissances spontanées sont transformées en concepts scientifiques ou académiques. Et donc, une langue n'est apprise que quand on a fait ce passage-là. Le problème, c'est que dans la plupart de nos approches à nous, on passe d'abord par le concept scientifique. C'est-à-dire qu'on va d'abord expliquer le fonctionnement de la langue avant de l'acquérir de manière spontanée. Et donc, l'inaction, c'est exactement le contraire de ce qui est fait dans la plupart des manuels. C'est-à-dire qu'on commence par une acquisition spontanée de la langue. Et puis, peu à peu, on passe au concept scientifique. Il y a tout un processus pour faire ça, bien sûr. Par exemple, on passe d'abord par l'oral, et puis après par la lecture, l'écriture, etc. Peut-être ici, pardon. Voilà. Donc, voici les 4 phases qui sont importantes. D'abord, donc, c'est l'oral. Ensuite, on utilise. Ensuite, on lit. Ensuite, on écrit. Et par exemple, dans une séquence didactique ou dans certaines leçons, en tout cas, l'utilisation est souvent à la fin de la leçon. On fait des exercices d'oral à la fin de la leçon. Et une fois qu'on a vu la grammaire, etc., on fait l'utilisation à la fin de la leçon. Donc voici le découpage, j'allais dire, d'apprentissage naturel et inactif. Et l'écriture, justement, force justement l'attention. Pourquoi on met un S, pourquoi il y a un accent, etc. C'est assez petit à petit. Voilà. Alors, il y a beaucoup de techniques, je pourrais vous en parler. J'ai été formé aussi à l'approche Montessori pendant 2 ans. Et donc, j'ai des cours pour enfants où j'utilise l'approche Montessori, mais évidemment, c'est aussi valable pour les adultes. Donc, il y a les tableaux de syllabes, les tableaux de mots, la phrase et les images, l'activité de vocabulaire, la copie de phrases, l'ergonomie de la classe. Tout ça fait... Voilà. Alors, la structure type d'une leçon Montessori, c'est donc d'abord le message. Voilà. Par exemple, bonjour, je m'appelle Christian. Donc, les adultes ou les enfants ne comprennent pas, mais avec des gestes, avec des images. Par exemple, je mets ici Christian, je m'appelle Christian. Et petit à petit, eh bien, le sens se construit parce qu'il y a toujours un qui va comprendre. Et quand un comprend, eh bien, petit à petit, justement, sa compréhension, puisque les autres interagissent, eh bien, fait école. Ensuite, on prononce les syllabes du message, on pratique. Ensuite, le tableau des syllabes que je voulais vous montrer, mais je vous le donnerai aussi par mail. La lecture, l'écriture et puis les activités. Voici un tableau de syllabes. Voilà. Montessori, donc par exemple, je pointe ça comme ceci, avec les enfants ou les adultes disent bah, c'est un tableau de syllabes Montessori. Alors, le développement d'autonomie, donc pourquoi c'est intéressant Montessori, par exemple, parce qu'il y a une prise de décision, il y a une intervention dans le plan d'enseignement. Intervention dans le plan d'enseignement, c'est-à-dire que l'apprenant est capable d'exprimer ses besoins et le professeur d'y répondre. Par exemple, si j'avais envie aujourd'hui peut-être d'étudier, je ne sais pas moi, le passé composé par exemple, et puis si les élèves préfèrent faire de la phonétique, et bien pourquoi pas, on fera de la phonétique. Voilà, je vous laisse lire. J'ai encore peut-être 1 minute. Voilà, alors, dernière chose aussi sur l'inaction, ce qui m'intéresse, moi, dans mon apprentissage, c'est donc de faire ceci. C'est-à-dire que dans la LM, c'est dans la langue maternelle, ce qu'on apprend à l'école peut devenir spontané, bien sûr. Et ce qui est spontané va devenir scientifique. C'est-à-dire que l'école, dans la partie de gauche, l'école nous apporte des savoirs que nous arrivons à comprendre et qui deviennent spontanés. Et donc, par exemple, ici, je disais tout à l'heure, par exemple, mon fils qui a 8 ans sait très bien utiliser les pronoms relatifs,
qui, que, ou dont, par exemple, hein, mais on ne sait pas encore vraiment quel est leur sens au niveau de la syntaxe. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est dans l'apprentissage de la langue française, c'est justement de respecter ce passage, c'est-à-dire faire qu'un concept scientifique devienne spontané et que ce concept spontané devienne scientifique. Et ça, c'est donc l'apprentissage naturel. Voilà. Ah oui, donc ça, c'est le dernier tableau. Pour devenir un praticien inactif, donc c'est ce que j'essaie de faire. Je vous donne un petit peu ici la différence. Donc, le praticien constructiviste construit les connaissances. Métacognitiviste, il les perçoit, il analyse, etc. Behavioriste, donc ça vous connaissez, transmettre les connaissances. Et le praticien inactif donc, organise la situation d'apprentissage, transmet des objectifs et juge la pertinence des actions pour l'apprentissage. Voilà, alors j'aurais aimé aussi vous montrer, je vais arrêter ça, j'aurais aimé aussi vous donner un document que j'avais préparé pour aujourd'hui, mais malheureusement, je ne peux pas vous le donner, c'est dommage. C'était un document comme ceci, où là j'ai fait un tableau récapitulatif, je vais essayer de le partager quand même. J'ai fait un tableau récapitulatif, oui, posez des questions. Rapidement, voilà. Donc là, j'ai fait un tableau récapitulatif de ce que je vous ai dit, avec voilà, donc des rappels sur l'inaction, avec les moyens, quels sont les moyens de l'inaction, etc. etc. Ici, je vous ai fait un tableau aussi pour vous montrer un petit peu ce qu'étaient les vecteurs de l'inaction. Et puis des exemples de pratiques inactives, avec donc la grammaire inductive, ici des utilisations, là aussi les pronoms relatifs, vous voyez. Donc ça, je pourrais vous le donner. Je voulais vous le donner ce soir, mais pardon, ce matin. Voilà, je défile un petit peu rapidement. On fait des dictées aussi, bien sûr. Voici donc un texte sur l'impératif. Donc ça, tout ça, c'est travaillé à la maison. Voilà, des activités assez traditionnelles, mais qui sont faites justement sans... Ah, voici, donc ça c'est intéressant pour les enfants aussi, j'utilise ça, avec des mots comme ceci, ils font des phrases. Voilà. Je m'habille, etc., je m'appelle, voilà. Ça c'est la conjugaison, par exemple. Ils travaillent avec le sujet, etc. Les verbes, voilà. Ça c'est les connecteurs logiques pour raconter son week-end. On mélange tout ça. Voilà. Voici un autre tableau de syllabes. On peut faire je m'appelle, etc. Voilà, ça ce sont des mots qu'on accroche au mur, des tableaux de mots. Voilà. Ça aussi. Et ça, c'est les prépositions, les articles contractés. Les questions, voilà. Qu'on accroche, qu'on découpe, etc. Ça, c'est les jours de la semaine, bien sûr. Les quelques verbes. Et puis ici, par exemple, ça, je leur demande de choisir un verbe et de composer des phrases. Ici, ça, c'est un document adaptable. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire, tiens, qu'est-ce que tu préfères, la voiture, le vélo, le métro, etc. On peut dire, par exemple, est-ce que tu as une voiture, est-ce que tu as un vélo, etc. Voilà. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait des jeux aussi. Et il y avait aussi, donc ça, c'est des jeux pour le vocabulaire. Et en dernier, je me suis permis de vous donner les 2 articles que j'ai fait sur le français dans le monde, les ateliers pour s'auto-évaluer. Voilà. Et puis, la classe Montessori, G français, où vous pouvez voir des photos sur le tableau là, qui est là. Ça, c'est le tableau de syllabes. Et la dictée Montessori, avec les petits... Voilà. Je suis allé un peu rapidement, je suis désolé. Mais est-ce que vous avez des questions pour peut-être fixer les choses ?
Et il y avait une question, mais je pense que vous y avez répondu, Tania, demander des exemples de tâches coopératives et collaboratives. Alors d'abord, dans les documents, vous en avez donné quelques-unes déjà dans le corps de votre présentation et les documents que vous nous avez montrés sont pleins de cela. Je pense que cette question a été remplie, à moins que Tania veuille développer cette question. Et nous avions ici une question pour savoir comment il était possible d'avoir accès aux documents, mais on va parler de ça peut-être un petit peu plus tard. Moi, je retiens, en tout cas, de ce exposé très, très, très complet, que la connaissance émerge de l'interaction et dans ce temps qui est difficile pour l'interaction, malgré tout, on trouve, il me semble, les voies qui permettent malgré tout d'interagir et je pense que c'est très, très intéressant de voir comment à la pratique, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Je n'en vois pas d'autres. Oui, Tania a précisé pour les niveaux A1, A2, mais d'après ce que j'ai vu de vos documents, ça oui, court. donc je fais même pour les enfants, donc justement, c'est les niveaux 0, 0, 0. Oui, 0, 0. Ah oui, l'apprentissage précoce, c'est ça. D'accord. Très bien. Alors, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier très, 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 très chaleureusement Mais je de vous en prie. votre engagement, de votre présence. Et je Merci pense beaucoup. que il me semble que la meilleure chose, je parle maintenant à tous les participants, vous enverrez vos documents sur le mail du site et nous les diffuserons avec votre permission, bien Bien entendu. sûr, bien sûr, bien sûr, je vais le faire tout de suite. Les personnes qui ont assisté à cette présentation et qui sont intéressées par les documents peuvent également, par l'intermédiaire du site, faire la demande et nous pourrons diffuser sans aucun problème. Voilà. D'accord. Ben, tout le monde vous remercie. Je remercie tout le monde et puis je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Mais c'était un plaisir. Et À vraiment, bientôt par mail au moins. Et puis, donc, je vous promets de mettre des documents aujourd'hui, je vais le faire. Merci. Merci beaucoup. Vous avez des remerciements en chat. Vous avez c'est gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous avez beaucoup de remerciements en chat et vraiment. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. À bientôt.